Les philosophes n'ont pas besoin de diapositives. C'est très bien. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Grenoble, il y a quelques années, a vécu des moments difficiles à l'occasion d'un drame qui a déclenché un drame qui était le suicide sur son lieu de travail d'un jeune neurochirurgien. Et ça a montré que la vie d'un hôpital, c'est une grande et belle aventure, difficile. Tout le monde a ses raisons. Prises individuellement, elles sont bonnes, mais il faut les faire vivre ensemble. Toutes ces raisons. Et je pense que c'était il y a 3 ans. En fait, notre hôpital n'était pas du tout aussi exceptionnel que ça. Les 3 années qui ont suivi ont montré que c'était le lot commun de la vie hospitalière actuelle, et qu'il y avait un élément déclenchant, particulièrement émouvant, qui avait fait surgir en premier à Grenoble ce phénomène. Maintenant, je pense qu'il est temps de tenter de réfléchir sur le fond, ce qui nous mène, ce qui nous conduit et comment on peut s'améliorer. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ces automnales d'éthique et de nous faire part de votre réflexion. Merci. Je vais vous donner ça, ça marche. Merci beaucoup. Comment s'appelait ce jeune neurochirurgien? Laurent Selec. Et ben voilà, donc je ne fais pas de dédicace, mais ce sera une manière pour moi, en parlant, donc de penser à cette personne. Donc merci de votre invitation. Donc merci de retrouver. Je suis très heureux de retrouver des visages et des amis. Donc j'ai accepté le titre que vous m'aviez proposé, très scolairement, donc le dialogue au sein de l'hôpital, le respect ne coûte rien. Pourquoi l'offre est-elle insuffisante? En fait, donc je vais honorer la commande en étant assez gêné de cette façon de finir cette journée après, l'ensemble des réflexions en fait qui l'ont émaillé depuis ce matin autour des questions de la génétique. Et sans vouloir créer d'artificiels rapprochements, je voudrais en fait malgré tout quand même commencer par montrer que entre ce que je vais dire et ce qui a été évoqué ce matin, les liens ne sont pas aussi impensables qu'il n'y paraît. Ils sont à première vue, ces liens très lâches. Et le premier, il est quasiment de type homonymique. Dans la médecine en fait devenue génomique, on a inventé ou remplacé ce que le grand théologien Norton Fry avait appelé le grand code, par un nouveau code, celui du code génétique, autrement dit, posant la question d'ailleurs de savoir pourquoi cette discipline se formule dans le langage du textuel, la question en fait, du codage génétique, là où le testamentaire ou le vétéro-néo-testamentaire parlait du grand code au sens du code biblique. Bref, donc il y a d'un côté une médecine, une spécialité médicale en fait qui se formule dans le langage du code, et puis une autre spécialité, celle en fait des sciences de gestion, qui elle aussi, travaille sur le codage. C'est pas tout à fait le même, mais néanmoins, ça doit interroger ce qui se passe dans nos sociétés lorsque, effectivement, pour nous raconter qui nous sommes, eh bien, nous passons par la question ou la médiation en fait du code. C'est une remarque superficielle, bien sûr, mais cette remarque superficielle, je voudrais l'approfondir, et je l'approfondirai en introduction de trois façons. La première, en fait, je voudrais pas être trop long, mais je voudrais en fait m'arrêter un tout petit peu sur cette question effectivement du code. Je le ferai en commentant en fait le travail d'une sémiologue, qui est Clarisse Ehrenschmidt, dans un livre qui s'intitule Les 3 écritures,
un livre en fait où elle s'interroge sur l'invention d'abord de l'écriture, le passage donc de la parole à l'écrit, puis l'invention en fait des nombres, et puis enfin l'invention des codes. 3 manières de sémantisation. Et donc je voudrais m'arrêter là-dessus parce qu'effectivement nous sommes à un moment du temps dans l'histoire, comment dire, de notre pratique médicale, aussi bien du point de vue du côté des chercheurs que du point de vue de ceux qui l'administrent, puisque le soin, c'est à la fois une affaire de recherche, une affaire d'existence et une affaire d'administration. Eh bien, nous sommes les contemporains de nouveaux métiers qui apparaissent, donc les bio-informaticiens, les biostatisticiens, bref, nous sommes les contemporains de langues multiples, en fait, qui traversent en fait le monde du soin, et bouleverse finalement l'univers sémantique du soin. Bref, bouleverse ce qui nous sert à exprimer, à penser le soin de l'humain malade. Et pour ceux qui ne sont pas spécialistes de génétique, il n'est pas complètement sûr que nous ayons eu une vision bien claire, une idée très très claire, même si ça a été présenté clairement, de ce qui a été échangé depuis ce matin. Il y a de la complexité dans ces propos. Et donc en fait, Clarisse Ehrenschmidt, dans cet ouvrage, en fait, observe ceci, c'est que la langue, les nombres, les codes, ce sont 3 manières de sémantiser, et 3 manières, d'une certaine façon, c'est comme ça que je vais me référer à son propos, 3 manières, en fond, de penser une histoire de la médecine. Au fond, l'histoire de la médecine, on pourrait la penser d'abord comme une discipline qui a créé des nomenclatures, des classifications des maladies, qui racontaient les maladies par des mots, par des récits et des mots. Et puis notre médecine est devenue une médecine qui progressivement en fait a cherché à, comment dire, à passer par les nombres, par les numérations, au sens biologique du terme. Et puis donc c'est une autre médecine donc, qui cherche à se mathématiser. Et puis nous avons encore une autre médecine, celle d'une médecine du codage. C'est donc de la génomique, de l'exposomique si on veut. Mais ce que observe cette sémiologue, c'est que dans les 3 cas, les mots, les nombres ou les codes ne renvoient pas au même univers sémiologique. On ne raconte pas, on ne décrit pas les mêmes expériences de l'humain malade selon en fait qu'on utilise ces 3 catégories. Bref, du mot au nombre et du nombre au code se déploient 3 écritures qui nous permettent de dire de certaine manière que nous sommes les contemporains d'un processus d'abstraction de plus en plus grand quant à l'expérience de ceux que nous décrivons, puisque déjà l'écart de la parole ou du mot écrit à l'expérience est déjà un écart, mais cet écart en fait accru en fait par les statistiques qui permettent l'énumération, encore accru lorsque finalement la réalité dont on va la parler, elle relèvera en fait de la catégorie en fait du code. Alors c'est important de dire ça, c'est un peu général, mais ce que ça dit, si vous voulez, c'est que il y a des sociétés où on ne se préoccupe pas des nombres. Il y a eu des sociétés où on ne se préoccupait pas des nombres, et il y en a aussi qui ne veulent pas. Il y a d'autres où l'État, la comptabilité, les sciences de gestion ont répandu les usages des nombres, ont valorisé les chiffres, de sorte que bien, les chiffres, le calcul, s'est imposé comme non seulement un mode de connaissance du monde, des choses, des êtres, mais aussi cette idée qu'il n'y aurait de reconnaissance que par la connaissance chiffrée. Donc ça c'est ce que le juriste Alain Suppiot en fait appelle la gouvernance par les nombres. Au fond, nous sommes dans des sociétés, au fond, où n'existe que ce qui peut être chiffré ou mesuré, voire n'existe, et on peut faire donc un pas de plus, lorsqu'on va du chiffre au codage, n'existe que ce qui peut être codé. Et là, donc ça vaut pour la question du code génétique, mais ça vaut aussi pour la question du codage d'un acte thérapeutique. Alors, bien sûr, c'est un peu sophistique de présenter les choses comme ça, je voudrais montrer que ce n'est pas aussi sophistique, ce n'est pas qu'un jeu de mots. Mais effectivement, ça n'est pas sophistique, et ça pose donc une question simple par rapport au thème qu'on m'avait proposé, c'est que, est-ce que ça se code, le respect ?
Qu'est-ce qui, du soin, résiste au codage? Qu'est-ce qui, du soin, peut être mesuré et ne peut pas l'être? Comment se fait-il que dans une petite ville du nord de la France, il y a un grand hôpital qui s'appelle la PHP, où on a décidé de faire la grève du codage? Comme si on identifiait qu'autour de la question du codage, il y a des enjeux de récit, de mise en récit du soin, mais aussi que la question du codage est un enjeu, comment dire, politique, enfin stratégique, un enjeu de pouvoir en même temps qu'un enjeu politique. Bref, je finis cette première observation en disant simplement que les codes, à la différence encore, au fond, de la mathématique universelle, la mathésis universalis, comme dirait l'autre, hein, et des langues, eh bien, les codes, à la différence des deux précédents, sont des langages techniques, arbitraires, consciemment calculés, écrits par des spécialistes, pour être traités par des machines. Ma voisine dans le train tout à l'heure lisait un ouvrage intitulé « La tyrannie des algorithmes », qui, en fait, et donc je reviendrai sur cette question parce qu'elle est effectivement secondaire, mais cette langue abstraite, donc qui nous sert à coder, elle sert à enregistrer, elle sert à mesurer des êtres, des choses, des relations, y compris pourquoi pas des relations de soins, avec des procédures critiquables, transformables. Mais ce travail de processus, enfin, cette langue du codage, ce qu'elle a comme difficulté, c'est que c'est une langue qui ne peut pas être parlée. Autrement dit, c'est une langue très utile dans son abstraction et son artifice, très utile pour qui veut précisément chercher à analyser une réalité, mais qui pose la question de quelle réalité elle parle. Je peux le dire de manière plus simple, si vous voulez, hein, c'est aussi une question qui a été évoquée dans la table ronde précédente, hein, c'est comment on passe d'une langue qui est construite sur le traitement de l'information au fait que l'information devient un événement. Et tout le problème de la médecine, c'est ce problème de traduction de l'information en événement. Que ça soit du côté du généticien, j'ai une information, hein, c'est Gadamer, le philosophe allemand, disait ça, chez les humains, les faits biologiques deviennent des événements biographiques. Bien, comment une information génétique, d'un fait, bien, devient un événement dans une histoire de vie ou une parentèle. Alors, c'est vrai donc du côté de la génétique, mais c'est vrai, j'allais dire, du côté des sciences de gestion. J'ai des informations sur un taux de morbidité, j'ai des informations sur un taux, comment dire, une file active dans un service de soins. Comment cette information devient un récit et un événement qui dit quelque chose de ce service ou des histoires qu'il concerne. Ça, c'est la première idée. Je pense que ça me semble, mon propos peut paraître un peu général, hein, mais je pense qu'on ne peut pas se débarrasser, si vous voulez, de la question du codage des pratiques de soins sans s'interroger sur ce que deviennent nos sociétés, notre culture, lorsque la langue qui domine pour raconter ce que nous sommes, c'est celle du code, et non plus celle du chiffre ou celle des narrations. Deuxième observation très générale, elle est liée à ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, nous sommes les contemporains, comment dire, de ce qu'on pourrait appeler un paradigme, qui est un paradigme, effectivement, du pilotage par les nombres et par les data, mal nommées data, puisque les data, en fait, vous le savez, ne sont pas des données, elles sont construites. Hein. Et donc, en fait, ce qu'on prétend être donné est en fait une construction et pose. Donc, autrement dit, nous sommes les contemporains d'un paradigme informationnel ou informatique qui, effectivement, encourage un modèle d'intelligibilité. C'est qu'au fond, ce modèle d'intelligibilité qu'on trouve dans tous les secteurs, c'est vrai pour la médecine génétique, mais c'est vrai aussi pour les sciences des organisations, pour les services de gestion, pour les départements d'information médicale, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, effectivement, le traitement de l'information. Nous sommes les contemporains, en fait, pour une part, en tous les cas, de la valorisation du traitement de l'information. Traitement de l'information, je m'arrête 2 secondes sur le mot « informer », hein, comme le mot l'indique, informer, littéralement, c'est donner une forme. Et donc, par le processus informatique, c'est transformer des données vivantes en information médicale ou information gestionnaire. Bref, raisonner en termes de data ou raisonner en termes d'indicateurs, ça mobilise un type d'intelligence très particulier, qui est une intelligence analytique, donc c'est l'intelligence, je ne dis pas que ce n'est pas l'intelligence, hein, mais c'est un type d'intelligence, donc analytique, qui suppose, pour pouvoir être efficace, eh bien, un grand processus d'abstraction, mais qui va questionner
le devenir de l'intelligence clinique des soignants. Parce qu'effectivement, si vous mobilisez ce type d'intelligence, comment retrouver la réalité en fait, que vous avez traduit dans cette langue? Et donc je reviendrai sur cette problématique en fait, de la traduction. Enfin, troisième raison, en fait, qui me semble, c'est pas complètement artificiel de me retrouver là en fin de matinée, fin d'après-midi, pardon, après les exposés précédents. La troisième raison, c'est que ce qui me semble en fait de commun, si vous voulez, entre réfléchir, comme je voudrais le faire dans ce qui va suivre, sur l'impact du codage et des sciences de gestion, si vous voulez, sur la question de qu'est-ce que ça veut dire le respect et comment, qu'il aurait un coût ou qu'il n'aurait pas un coût. Donc le lien, si vous voulez, entre ça et ce qui a été évoqué ce matin, eh bien, il est autour d'une idée simple, mais qui me semble décisive, c'est que les enjeux éthiques ne sont pas toujours là où s'exhibe le plus. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux éthiques, quand je dis ils ne sont pas toujours là où ils s'exhibent le plus, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien sûr dans la réflexion éthique des enjeux qui sont spectaculaires. Et pour une part, la naissance de la bioéthique, elle est née aussi autour des problématiques spectaculaires. Quand je dis spectaculaire, je ne veux pas du tout être méprisant en disant ça, mais effectivement, il y a... Je me rappelle, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, il y avait quelque chose d'assez jouissif de se demander si effectivement l'embryon est-il ou non une personne, est-ce qu'on peut ou non faire une greffe de visage, bref, qu'est-ce que c'est que l'insémination post-mortem. Donc ces questions, elles sont intellectuellement jouissives, même si je ne néglige pas et je n'oublie pas que derrière ces questions, il y a des enjeux de vie, hein, il y a des enjeux d'existence. Autrement dit, ce ne sont pas des questions spéculatives, hein, ou des nouvelles querelles spéculatives, mais elles le sont aussi. Mais dire les enjeux éthiques ne sont pas là où ils s'exhibent toujours le plus, c'est, je dis ça pour insister sur le fait que les enjeux éthiques se situent aussi, comment dire, à l'intérieur, comment dire, de réalités très très prosaïques, et en l'occurrence à l'intérieur de nos dispositifs techniques. Je le dis de façon plus simple, si vous voulez, c'est que ça a été un tout petit peu évoqué. Enfin, ce que je veux dire, pour le dire encore autrement, si vous voulez, c'est que les questions éthiques ne se situent pas simplement du côté de l'aval des dispositifs techniques qui sont à notre disposition, la question des usages. Elles sont aussi en amont. Quand on développe une technique génétique de séquençage, qu'est-ce qu'on choisit de compter? Qu'est-ce qu'on choisit de retenir et de prioriser plutôt que pas? Autrement dit, dans les choix de séquençage, avant ensuite de les breveter, donc dans les choix qui cherchent à prioriser ce qu'on compte et qui va compter, eh bien, on a des enjeux éthiques donc en amont. Mais je dirais, cette question, elle est vraie aussi pour les techniques, enfin pour les techniques comptables qu'on trouve du côté des départements d'information médicale et du côté, comment dire, des instruments de pilotage des hôpitaux. Une technique comptable, c'est aussi, comment dire, un choix éthique. C'est-à-dire que les questions éthiques sont aussi dans la manière qu'on a d'élaborer les indicateurs qui vont dire ça compte, ça compte pas. Et question étant, qui parmi les soignants sont associés dans la construction de ces indicateurs? Comment nous faisons en sorte qu'effectivement ces indicateurs traduisent, et ne trahissent pas, traduisent le mieux qu'il est possible les réalités qui cherchent à rendre compte. Je le dis autrement, si vous voulez, c'est philosophe Walter Benjamin, dans un petit texte intitulé Le narrateur, qui dit que nous sommes devenus des sociétés qui sont pauvres en expérience, qui n'arrivent plus à raconter. Et moi je résume ça dans un jeu de mots, mais qui n'est pas qu'un jeu de mots, c'est les comptables ont pris la place des compteurs, si vous voulez. Ou pour le dire d'une manière un peu plus rigoureuse, mais cette question, enfin, je crois qu'elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'en fait, comment effectivement la langue clinique est abîmée par la langue des indicateurs. Parce qu'effectivement, nous comptons, mais nous ne racontons plus. Ou en tout cas, nos manières de raconter les expériences deviennent problématiques. Alors ceci dit, voilà, c'était quelques éléments pour dire que j'espère que je ne vais pas être complètement hors sujet en réarticulant, si vous voulez, avec ce qui a été dit précédemment. Ceci dit, donc, je voudrais maintenant revenir au cœur en fait, de ce qui m'était proposé d'analyser, en me demandant d'abord comment en fait, on en est venu à penser que le soin est une activité qui puisse être précisément, qui puisse relever d'une approche comptable. C'est-à-dire comment peut-on en arriver, et qu'est-ce qui légitime l'affirmation qu'effectivement, eh bien, on peut parler du respect en termes d'offres.
Bref, donc d'offres et de demandes, hein, bref, cette idée qu'on pourrait, comment c'est possible que nous vienne à l'esprit l'idée que le soin, ça puisse être codé comme on code dans d'autres pratiques industrielles. Bref, est-ce qu'il y a une production de soins comme il y a une production, si vous voulez, d'acier, pour dire les choses un peu brutalement, puisque nous importons des méthodes utilisées dans le champ industriel, dans le monde de la santé. Donc qu'est-ce qui justifie ce passage? Comment c'est possible? Alors si je pose cette question ainsi, donc ça pose la question de puisque le soin, la santé est devenue une industrie, il y a une économie de la santé, il y a une industrie de la santé, il y a une production d'une offre de soins, c'est pas moi qui invente ce langage, la question qui se pose, c'est effectivement qu'est-ce qui le rend à la fois possible et qu'est-ce que ça pose comme problème. Alors je l'ai déjà un tout petit peu donc en observation générale d'abord, c'est que l'expression respect qui ne coûte rien et la question donc de l'offre de soins nous tourne sur des enjeux que d'ordinaire, du point de vue éthique, on ne va pas beaucoup investiguer. Quand on regarde les grands débats sur les états généraux de la bioéthique et les rapports entre économie et santé, c'est pas tellement ça qu'on va traiter. La problématique des algorithmes, pas trop. On va du côté justement des enjeux qui sont effectivement des enjeux sociétaux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais les enjeux en fait de gestion des systèmes de santé sont des enjeux aussi éthiques. Parler d'offres de soins, donc c'est faire un premier constat, c'est que le soin et la santé peuvent aussi être envisagés donc, comme des industries organisées par et avec des méthodes issues du monde industriel et les méthodes donc, de ce qu'on appelle le New Management, ce que Foucault, de manière assez radicale, a placé sous le rubrique générale de biopolitique, ce qu'il appelle une forme de gouvernementalité. Donc l'idée de Foucault étant de dire qu'un logiciel, un tableur, parmi tous les professionnels de santé qu'il y a parmi nous, qui n'a pas la chance d'avoir un tableur à remplir de temps en temps, en fait, pour rendre compte de son activité. Bref, ce sont des dispositifs de gouvernementalité, des dispositifs de pouvoir. Et donc, parler d'offres et de demandes, c'est donc situer, effectivement, les problématiques de santé à l'intérieur d'une logique qui est celle, effectivement, d'une économie de la santé. Alors, je vais poser maintenant quelques questions presque romantiques. Le respect, qui ne coûte rien, est-ce de l'offrande ou est-ce de l'offre? Pour le formuler autrement, est-ce du don ou est-ce de l'échange? Ou plus précisément, comment peut-on rendre compte dans le langage de l'échange de ce qui se donne, en plus de ce qui s'échange dans le soin? Bref, est-ce que le respect, c'est la plus-value du soin, pour parler encore comme ça, ou est-ce ce qui le rend possible? Sans qu'on puisse, bref, est-ce qu'on peut faire du respect une obligation réglementaire? Comme on dit, respecter ces lieux en sortant. Il s'agit des zones de silence ou des toilettes. Bref, si on n'en fait pas une obligation réglementaire, comment, à ce moment-là, tenir compte de type d'attention profonde qui est engagée dans le respect à l'intérieur de nos manières d'organiser. Bref, est-ce qu'on peut mesurer des mesures engagées dans l'expérience en fait, du soin? Alors je pose ces questions, je dis elles sont romantiques parce que elles sont importantes, mais ce qu'elles ont de problématique, c'est qu'elles centrent la question en fait, du soin, et c'est ce que fait souvent l'éthique, elle peut avoir tendance à faire ça, elle centre les questions éthiques sur les enjeux interpersonnels. Or, le soin et le soin médical, ça n'est pas que l'interpersonnel, puisqu'il est rendu possible par de la médiation institutionnelle. Ce qu'on pourrait appeler une forme d'altérité institutionnelle qui fait que nous sommes en présence de personnes, quand on est soignant, qu'on n'a pas choisi. Et réciproquement, de cette façon. Parce que ce qui rend la médiation possible, et la présence possible d'un soin continu, d'un service de soins continu, c'est précisément la médiation institutionnelle. Mais donc, rappeler ça, c'est dire effectivement que nous avons tendance parfois à hypertrophier la dimension interpersonnelle, mais qui est fondamentale, parce qu'effectivement, en termes de relations éthiques, qu'est-ce qu'elle dit? Je la résume,
Cette relation interpersonnelle, c'est l'idée qu'une confiance s'en remet à une compétence. Ça, c'est le pacte de soins, on peut le définir comme ça. Une confiance qui s'en remet à une compétence. Pour moi, la compétence n'étant pas la même chose que l'expertise. Mais, ceci dit, il y a ce socle, il a, comment dire, il est entouré, j'allais dire, par deux grands frères. C'est un triptyque. Enfin, penser la relation de soins, en fait, je crois qu'il faut la penser sur le mode d'un triptyque, avec cet élément central que je viens de rappeler. Mais à sa droite et à sa gauche, il y a deux autres éléments qui sont majeurs. Le premier, c'est celui dont on a beaucoup parlé d'une certaine façon aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'amont, en amont. En amont de l'acte médical, il y a les sciences, au sens très très large en fait du terme. Bref, tout ce qui cherche la maladie dans le malade. Tous ces savoirs biologiques, médicaux, enfin génétiques, tous ces savoirs donc, qui concernent l'humain dans sa dimension somatique, si ça a un sens de dire des choses comme ça, c'est un peu trop rapide, mais bref, cette idée que dans cette perspective, le laboratoire, c'est l'antichambre de la chambre d'hôpital. Bref, de ce côté-ci, on recherche une forme d'objectivité et le souci de la recherche, le souci d'une intelligence curieuse, de cette façon, peut parfois l'emporter sur la sollicitude. Du côté de la recherche scientifique, ce qui importe, c'est l'exactitude. C'est la certitude au sens de la démonstration. Bref, c'est le souci de savoir qui va interroger comment ce souci de savoir s'articule avec une éthique du savoir-faire. Et donc c'est toute la discussion qui est récurrente sur la médecine, est-elle une science, est-elle un art, elle est autour de cette problématique en définitive. Donc il ne s'agit pas, de négliger la dimension de l'exactitude, mais elle pose la question de savoir si elle fait le tout, en fait, de la relation de soins. Comme on dit, la relation de soins, elle est instruite par ce souci de l'exactitude, posant la question de savoir comment elle s'articule avec la sollicitude. Donc il y a cet élément. Donc le premier socle à droite, si vous voulez, donc cet élément-ci, donc qui est central. Donc il y a un devoir d'exactitude, mais qui pose la question de comment faire en sorte qu'il ne prenne pas le primat sur la sollicitude. C'est toute la difficulté justement d'articulation entre éthique de la recherche et éthique clinique. Mais le soin, donc, il y a une relation interpersonnelle rendue possible par un type d'intelligence, les savoirs en fait médicaux, mais de l'autre côté, troisième élément, le soin il est organisé, il est institué, il est administré. Et ce troisième volet, il est aussi important parce qu'effectivement, à ce moment-là, on est sur une autre logique. Effectivement, ça relève d'un autre type de savoir. Ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences de gestion et de l'organisation, qui rappellent effectivement que le fait de mettre ensemble différents acteurs, jusqu'à construire non seulement un service de soins, mais un hôpital, et non seulement un hôpital, mais un système de santé, tout ceci en fait rappelle effectivement que la santé, elle a une dimension objective en termes d'organisation. Alors ça c'est central, parce que là où la relation interpersonnelle, elle concerne effectivement deux sujets, là où la science médicale cherchait la maladie sous le malade, autrement dit de l'impersonnel sous la personne. C'est pour ça que tout le débat sur la génomique pose cette question, c'est que c'est une médecine personnalisée, mais qui n'est pas encore une médecine personnalisante, donc qui pose la question de comment elle va le devenir. Le personnalisé, c'est pas le personnalisant. Au contraire, c'est même d'une certaine façon le dépersonnalisant, d'autant plus qu'on soigne des parentèles, justement. Mais donc cette question-là, le risque et la perte de vue de la personne sous la masse d'informations en fait, génétiques, par exemple, mais ce qui est vrai du côté des savoirs médicaux, l'est aussi du côté des sciences de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, du côté des sciences, des organisations et des administrations, les individus, les actes et les actions, en fait, deviennent des statistiques, deviennent, par la médiation des indicateurs, précisément, des réalités, abstraites par les sciences du calcul et la gouvernance par les nombres. Bref, on peut aussi perdre de vue la personne,
au profit, effectivement, de la cohorte, si l'on peut dire. Alors, cet aspect-là, il est central, c'est pas, comment dire, en l'occurrence, pour utiliser un mot qui était tout à l'heure, c'est pas très poétique, cet aspect, mais en même temps, il est majeur, parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de prise en charge, comment dire, efficace, en fait, de la maladie, si on ignore, en fait, que la maladie, elle a aussi une dimension de santé publique, il faut le dire ainsi. Bref, effectivement, si de ce côté, le patient donc, devient un élément dans une cohorte, la maladie, un élément dans une nomenclature, le soin, une opération ou une activité, voire un ensemble d'activités dans une lecture segmentée du soin, et si les acteurs deviennent des agents, tous ces déplacements, ces 4 déplacements, eh bien, ce qu'ils disent effectivement, c'est que du point de vue des sciences et des organisations, eh bien, le soin peut être décrit comme une activité de production. Bon. Alors ici, de nouveau, la question qui va être posée, alors c'est la fameuse formule, la santé n'a pas de prix mais elle a un coût, bon. Mais la question qui va être posée, c'est que ce n'est plus la tension exactitude versus sollicitude. On a ici une autre tension, c'est la tension efficacité versus sollicitude, ou rentabilité versus sollicitude, posant la question de savoir effectivement si le respect, ça nuit ou pas à la rentabilité. Vous voyez, c'est une question en fait qui est un petit peu délicate. Mais donc, je rappelle donc ce triptyque, en fait, il est très général, mais je finis donc sur ce troisième pilier, simplement pour dire effectivement que là où que l'administration, en fait, et la gestion en fait du soin, eh bien, il opère lui aussi un processus de traduction. C'est que là où la médecine, dans sa dimension scientifique, tend à rendre compte d'une expérience dans un langage susceptible de pouvoir être universalisé, les catégories de la science biomédicale, eh bien, le travail des sciences de gestion opère lui aussi un travail de traduction. Rendre compte de ce qui se donne dans un service de soins, dans une cohorte, dans un hôpital, le rendre compte, le traduire dans le langage, justement, des comptables. Une traduction, avec le risque de toute traduction. Comment traduire sans trahir. Et donc, que fait-on quand on traduit? C'est-à-dire et quelle est la langue dans laquelle on traduit? Est-ce une langue sans perte? Ou autrement dit, et si c'est une langue qui croit être sans perte, c'est la question en fait, d'une langue totalement transparente. Ou est-ce une langue, effectivement, qui, à sa manière, raconte autrement? Mais qu'est-ce qu'on a produit de nouveau? Et quand on l'a produit de nouveau, qui va pouvoir le porter? Et qui en aura perdu quelque chose? J'insiste parce que quand on parle du dialogue à l'hôpital, eh bien, c'est un dialogue des langues. Je veux dire, c'est Babel, l'hôpital. Parce que c'est au sens de la bénédiction de Babel. Pluralité des langues autour de l'unité du soin. Donc comment fait-on pour être unis autour du soin alors que nous parlons des langues différentes? Je ne parle même pas des spécialités médicales, ou des spécialités dans le champ de la psychologie, si vous voulez, entre les neuropsychologues et les psychologues, par exemple, ou les cliniciens. Bref, donc ça c'est le premier élément central, pour dire, si vous voulez, que vous voyez, quand on dit le respect ne coûte rien, où est-ce qu'on le situe? Est-ce qu'on le situe dans la relation interpersonnelle? Est-ce qu'on le situe du côté de la description en termes de sciences de gestion, ou est-ce qu'on le situe du côté des conditions de la déontologie qui permet la science biomédicale? Si on répond à ces questions, on ne traite pas le même type de problème. D'où mon deuxième... Enfin, ça va? Vous voyez un peu où... Donc j'en viens à mon deuxième point. Donc, si vous voulez, j'ai intitulé comme ça donc la fonction médiatrice et traductrice de la mesure. Donc, est-ce que mesurer le soin, c'est, comment dire, une forme de médiation? Et est-ce que cette médiation est une traduction ou une trahison? Je disais, en fait, tout à l'heure, les récentes grèves du comptage, qu'on a pu avoir dans les services d'urgence, elles sont intéressantes à interroger parce que ça définit une forme d'inventivité dans les manières de position qui structurent nos établissements. Donc on peut faire un nouveau type de grève.
Mais en fond, pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est de quoi c'est révélateur. Et de cette façon, outre l'inventivité des acteurs dans les conflits sociaux, moi j'aime bien les problématiques d'inventivité, mais au-delà de ces questions en fait, d'inventivité, ce que ça pointe, c'est que choisir de faire la grève du comptage, c'est identifier où sont les rapports de pouvoir. Et que le rapport de pouvoir, eh bien, ils sont aujourd'hui situés du côté, comment dire, des systèmes de comptage. C'est-à-dire, je vais le dire de manière positive, pour moi l'enjeu, c'est de, je crois, pour les acteurs de soins, de rééthiciser et de repolitiser des dispositifs qu'on présentait simplement comme des fonctions support, alors que ce sont des dispositifs stratégiques. Ou, si vous voulez, je le dis encore autrement, hein, ce que j'essaie de faire entendre, si vous voulez, c'est que dans nos hôpitaux, mais comme dans nos universités, et on pourrait parler d'autres structures, les outils informatiques sont racontés en termes d'outils, alors qu'en fait, ce sont des dispositifs de pouvoir stratégiques qui imposent leur langue, parce qu'ils nous imposent de raconter nos expériences dans les catégories qu'ils ont élaborées, dans le design des choix, en fait, qui structurent les algorithmes qui servent à compter. Bref, on a cru que ce n'était que des outils, alors que d'une certaine façon, ce sont, je le redis, des dispositifs de pouvoir. Et donc, faire grève du comptage, c'est identifier qu'il y a là, en fait, un enjeu qui n'est pas qu'instrumental, qui est, je le redis, stratégique et politique. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, ce que ça interroge, c'est pour rendre compte du travail de soins, qui compte et qu'est-ce qui compte. J'ai pas mal travaillé avec l'hôpital du Vinatier, les psychiatres, et donc les psychiatres et plus généralement en fait ces hôpitaux donc, spécialisés voient arriver en fait la tarification à l'activité. La tarification à l'activité étant une manière précisément de segmenter progressivement pour rendre compte de ce qui se fait. Et ils ont mis à leur disposition, enfin ils ont à leur disposition pour faire ça un logiciel, qu'on appelle logiciel Cortex, bien nommé. Et donc ce logiciel Cortex, bien précisément, la question qui va être en jeu, c'est comment il est construit, qui a défini les entrées, sans parler ensuite des questions que ça pose, c'est que le temps en fait, qu'on va prendre pour remplir et informer enfin, les données nécessaires pour que cette base de données en fait, que le logiciel va traiter, ce temps, il va être pris où? Sur le temps de la consultation, hors de la consultation, ou pas? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la qualité de la relation? Sans parler, éventuellement, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur l'épuisement des acteurs de soins, pour faire référence en fait, à ce que vous disiez en commençant. Bref, donc dire ça, c'est dire effectivement que quand on pose la question donc, qui compte en ces matières, eh bien c'est comment ne pas être dessaisi donc, de notre capacité à raconter, et donc de mettre en sens son travail. Qu'est-ce qui compte? Quels critères? Quelle méthode retient-on pour expliciter ce qui importe? Comment on fait la part entre ces approches analytiques et les approches narratives? Voir comment on n'est pas dupe de ce que nous cherchons quand nous comptons, c'est-à-dire chercher du mesurable pour pouvoir établir du comparable. Et comment on produit, comment dire, du comparable sans être dupe de ce que c'est que le comparable. Dans le jargon, ça s'appellera du benchmarking. Est-ce qu'on peut comparer un service de rééducation en soins palliatifs avec un service de rééducation en fait, dans un centre de rééducation fonctionnelle? Je dis ça, je me rappelle des médecins de soins palliatifs qui me disaient qu'une des difficultés qu'ils avaient à faire entendre auprès de leur tutelle, c'est que leur kinésithérapeute n'arrivait pas à prendre, comment dire, plus de 1 patient un petit peu tous les 3 quarts d'heure. Là où dans d'autres services, ils en prennent beaucoup plus. En disant, il est nul, votre kiné. La seule difficulté, c'est que le temps d'installer le patient en fait, sur le lit, le déplacer, l'amener, enfin bref, qu'est-ce qu'on compare?
Alors ces questions, donc la mesure du soin, est-elle compatible avec ce qui s'y donne, hein? C'est ça que je voudrais essayer de traiter maintenant. Il ne s'agit pas pour moi, que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas pour moi de critiquer la rationalité qui cherche à mesurer, hein. Il s'agit simplement de ne pas être dupe, au fond, de ce qu'on mesure et de ce qu'on ne mesure pas. Bref, que veut dire le respect ne coûte rien? Bref, comment rendons-nous compte donc, de ce qui, au sens fort, donc, se donne dans le soin? Bref, comment décrire ce qui se donne en termes de relations dans des méthodes qui, elles, pour pouvoir être opérationnelles, ont besoin de segmenter et raisonner en termes de prestations. Pour le dire de façon plus claire, si vous voulez, est-ce que la relation de soins est totalement décrite lorsqu'on la présente comme une prestation? Question difficile parce qu'effectivement, quand on itémise l'ensemble des actes qu'un soignant va faire quand il rentre d'une chambre d'hôpital, on va tarifer un certain nombre d'activités, on va isoler un certain nombre d'activités, mais qu'est-ce qui fait le soin? Est-ce que c'est une activité plus une activité plus une activité, ou c'est le lien entre ces éléments? Et comment vous l'identifiez? Comment vous le cotez? Vous voyez, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, les approches analytiques, pour pouvoir être efficaces, segmentent une réalité qui, pour exister, a besoin d'être reliée. Donc il y a un hiatus, au moins. Il y a au moins un hiatus. Bref, donc dire ceci, donc c'est réinterroger en fait ce qui donc dans le soin à la fois se mesure et ce qui dans le soin relève de la démesure. Alors parler en fait ici j'utilise cette expression en fait de la démesure du soin que j'emprunte. Donc on a une sociologue donc, qui est Pascale Molinier qui en fait écrit ceci, je la cite, elle-même citant en fait un psychiatre. Donc je cite et ensuite je commente. Elle dit ceci: un sourire, cela ne se mesure pas, disait Jean Houry. Elle continue. Si on en reste là, on va dire c'est gentil. Mais, dit-elle, un sourire n'arrive jamais seul. Et elle poursuit: seule une vision romantique, passablement naïve, peut confondre le sourire d'une infirmière et celui de la Joconde. Pourquoi? Elle finit: dans le travail, chaque geste, chaque intention est tributaire de l'œuvre commune. Est tributaire de l'œuvre commune. Bref, l'idée qu'un sourire ou que le respect serait l'expression d'une âme en dehors de tout contexte est simplement absurde, bien que cette idée, dit-elle, soit fort répandue. C'est capital ceci parce que poser la question de le respect ne coûte rien, ça n'est pas, comment dire, défendre la plus-value de la gentillesse et de la sollicitude ou de l'empathie comme étant une catégorie qui viendrait rendre une structure vivable dans ce qu'elle aurait en fait d'une humain. Mais c'est de dire que la condition qui rend possible le soin, c'est le respect. Autrement dit, ce n'est pas qu'il n'est pas mesurable, c'est qu'il est en amont de la question de la mesure. Là où on croit, en fait, pouvoir le ramener, comment dire, à une catégorie mesurable, voire à un item, hein, version taux de satisfaction, quoi, hein, taux de respect exécuté. Bref, donc ce qu'il s'agit de dire, c'est qu'il s'agit de recontextualiser ce qui rend possible la sollicitude ou ce qui rend possible le respect. Donc, c'est en l'occurrence, le recontextualiser, c'est réinterroger, effectivement, nos organisations de systèmes de santé. Et dire ça alors, c'est dire effectivement que la démesure du soin, c'est donc une manière de rediscuter nos façons de faire le monde du soin, nos manières de le construire, nos manières de l'organiser. Je ne dis pas de le gérer, nos manières de l'organiser. Puisque, effectivement, ce qui est visé, c'est autre chose que simplement, comment dire, bien faire, mais c'est faire le bien. Mais ce qui est visé, ce n'est pas simplement l'efficacité en fait, d'un geste qui pourrait être calculé, pourquoi pas par un ordinateur hein, ou par un algorithme, mais effectivement, sortir de la seule logique d'une rationalité économique pour effectivement mettre l'accent sur
l'explicitation en fait des buts. Je le dis dans mon jargon de philosophe, si vous voulez, ce qui est en discussion, en fait, me semble-t-il, autour de cette tension entre mesure et démesure, ce sont des conflits de rationalité entre ce qu'on pourrait appeler la rationalité pratique versus la rationalité instrumentale. En fin de journée, c'est un petit peu imbuvable, hein. Je peux le dire d'une autre façon. Il peut y avoir une tentation qui soutient les sciences des organisations et leurs méthodes, les méthodes du New Management, comme on dit, appliquées aux soins. Ces tentations, c'est effectivement de raisonner en termes de production, comme je l'évoquais en fait tout à l'heure. Ce principe de la production du soin, c'est celui de l'homo economicus. Il repose donc de l'animal économique. Il consiste à dire, il s'agit de proposer à un agent, n'importe quel but, sauver un enfant, travailler au maximum, au minimum de coûts. Donc vous lui proposez n'importe quel but, et vous allez ensuite fournir des solutions qu'on pourra comparer et sous-peser. Comment comparer en fait des pratiques relatives en fait à ce type de rationalité. C'est ça qui permet d'établir des indicateurs de performance et qui permettrait éventuellement de dire ce que serait un bon soin, du moins un soin rentable ou efficace. Seulement, question, un soin rentable ou efficace n'est pas nécessaire. Est-il un bon soin ? Bref, la rationalité calculante ou instrumentale, elle vise justement à penser les acteurs du soin comme des agents. C'est-à-dire comme si, quand nous agissons, nous calculions au mieux nos intérêts. Nous maximisions nos avantages pour minimiser nos inconvénients. Et de fait, il faudrait se demander comment les professionnels du soin s'ingénient pour effectivement aussi éviter, faire en sorte que les nouvelles méthodes d'organisation leur coûtent le moins possible sur le plan psychique, au moins, voire plus. Il y a aussi des rivalités entre les soignants. C'est pas, je ne veux pas politiser l'extrême, mais il faut aussi le dire. Et bref, dans cette approche en termes de rationalité instrumentale, donc qui justifie, et je dis pour une part c'est nécessaire, de penser en termes d'équilibre, les rapports coût-bénéfice, la question d'un système de santé, le calcul, en fait a pour inconvénient effectivement d'occulter tout ce qui rend le soin possible. Ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui se donne sous ce qui s'échange. Bref, il me semble que les problématiques de souffrance au travail que vous évoquiez en fait en commençant tout à l'heure, jusqu'à ces drames, en fait, réinterrogent effectivement comment, à trop vouloir rationaliser sur un mode instrumental nos manières en fait de travailler, eh bien de cette façon nous anesthésions, nous dévitalisons le sens en fait de ce que nous faisons. Ce qu'on pourrait dire de cette façon, c'est la disparition au fond des métiers au profit des activités. Dans les années 90, vous vous rappelez peut-être, il y avait des manifestations infirmières qui disaient infirmière, c'est pas une vocation, c'est une profession. Bon, j'ai usé, peut-être vous aussi. Je t'en prie. Merci. Ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Oui. Donc, on disait donc. Tu as encore un quart d'heure. Voilà, ça va, merci. On disait en fait infirmière, donc ça n'est pas une vocation, c'est une profession. Donc ces manifestations étaient, on a encore un souvenir important. Ça veut dire aussi que les manifestations, ce sont pour les professions une manière de se rappeler ce qu'elles cherchent à être. Il n'y a pas que là, il peut y avoir aussi des moments joyeux et festifs. Mais bon, pour les grèves, ça peut être aussi parfois festif. Mais ce qui me semble important, c'est de dire que ce glissement de la question de la vocation à celle, de la profession, c'était effectivement pour les soignants prendre des distances, à l'égard justement du discours, religieux. Bref, c'était une forme d'expression de la sécularisation, pourrait-on dire. Mais il me semble que nous sommes contemporains d'un autre glissement, non plus celui de la vocation vers celui de la profession, mais celui de la profession vers l'activité. C'est-à-dire, en fait, lorsqu'une profession perd son centre pour devenir un ensemble, en fait, d'opérations analysables et comptabilisables. Et donc, de cette manière, pour moi, un des enjeux de la question de comment on soutient le respect, c'est effectivement comment on soutient les professions, là où pour pouvoir effectivement gérer, on a tendance à les défaire, pour les raisons en fait, que j'évoquais.
Ça pose donc ceci, en fait, des enjeux plus généraux, en fait, qui relèvent de ce qu'on appellerait la psychodynamique du travail. Donc je vais être très rapide là-dessus pour finir sur ma troisième partie qui sera plus courte. Mais je retiens simplement un élément de psychodynamique du travail, qui est, je pense aux analyses de Christophe Dejour en particulier, hein, donc qui reprend en fait Christophe Dejour une distinction en fait de la sociologie du travail assez classique, hein, entre travail réel et travail prescrit, mais dans lequel en fait Christophe Dejour propose en fait de transformer un tout petit peu cette distinction en parlant en fait d'activité de coordination versus activité de coopération. C'est-à-dire qu'en fait il dit que le soin, du point de vue de son organisation, eh bien, il relève de logique de coordination. Il faut bien coordonner. Parce que de fait, il y a une pluralité d'acteurs, de jour comme de nuit. C'est d'ailleurs extraordinaire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'éthique n'est pas là où elle s'exhibe le plus. Permettre qu'un soin continue 24 heures sur 24, 365 jours par année, c'est quand même incomparable. C'est inouï comme invention sociale. Il faut aussi le saluer. Bref, c'est ça le sens profond de l'hospitalité, et donc de ce qui se raconte de l'hospitalité dans nos hôpitaux. Donc il faut le saluer. Mais dire ça, quand Dejour dit, effectivement, il y a une nécessité de penser la dimension de la coordination, donc cette dimension de la coordination, dit-il, n'est pas la fin, du travail des sciences et des organisations. Parce qu'effectivement, la dimension de la coordination, elle ne dit pas encore de comment les acteurs vont s'en saisir de ce dispositif pour créer et inventer la singularité d'un service de soins. Et donc ce qu'il appelle coopérer, en plus de coordonner, c'est l'ensemble de l'inventivité que les acteurs mettent en œuvre pour faire en sorte que, ayant coordonné, leur travail non seulement ait un sens, mais soit juste, respectueux à la fois d'eux-mêmes et de ceux en fait qu'ils vivent. Bref, c'est ce qu'il appelle le vif du travail. Et le difficile, dans la logique de la mesure, c'est que le vif du travail, il est difficilement mesurable parce qu'il est incomparable, parce qu'il n'est pas prévisible. Autrement dit, ce qui est prévisible, c'est ce qui dans le soin, heureusement, peut être routinisé. Et je le redis, ce qui dans le soin, heureusement, peut être routinisé. Heureusement qu'il y a de la routine. Ça évite ça serait psychiquement épuisant, d'avoir en permanence à réinventer. Autrement dit, il ne s'agit pas de négliger cette dimension de ce qui est routinisable, mais de faire en sorte que le routinisable ne fasse pas perdre de vue le semblable, en fait, qui est engagé dans le dispositif qui le prend en charge. Ça m'amène, ceci donc, un troisième élément pour terminer. Je serai très très rapide pour qu'on ait un tout petit peu le temps de la dispute. C'est l'idée de comment alors l'éthique peut-elle maintenir la possibilité effectivement d'une attention et d'une forme en fait de respect et au sein de ces structures d'organisation dont je viens ici de parler. Bref, est-ce que c'est définitivement incompatible, si vous voulez, la question de l'organisation du soin et la possibilité du soin. Bref, c'est la question de comment les institutions supportent en fait le soin au sens, non pas du soin de support, mais au sens des supporters. Ce qui est donc ce que je voudrais finir ici sur cette dimension organisationnelle et institutionnelle. J'allais le faire avec des grands sabots, parce que ça a le mérite en fait de clarifier les choses, mais c'est peut-être un peu trop, donc vous me direz si c'est trop. Il y a un philosophe en fait qui ne s'est pas du tout intéressé aux institutions, qui ne s'est pas du tout intéressé aux questions dont je viens de parler, mais qui me semble intéressant quand même pour éclairer ces enjeux. Donc c'est Lévinas, un philosophe dont on ne sait pas quoi faire véritablement quand on pense le rapport aux institutions, parce que globalement Lévinas n'a jamais écrit d'éthique appliquée et que finalement c'est pas applicable, si on peut dire au sens strict, sa philosophie. Il fait une anti-éthique appliquée, Lévinas. Plus précisément une éthique qui résiste à son instrumentalisation. Mais la question qui se pose, il utilisait cette formule qui parle beaucoup dans le champ hospitalier, il dit c'est comment faire en sorte que l'autre fasse son entrée là où il n'a pas ses entrées. Alors, c'est important parce qu'effectivement on rentre et on sort à l'hôpital, il y a
il y a un service des portes. Hein. Donc comment on y rentre quand on n'a pas ces entrées? C'est pas simplement de comment je peux avoir un rendez-vous un peu plus tôt que les autres, hein, ce qui est aussi une stratégie, hein, mais c'est comment maintenir la possibilité que l'autre entre dans sa singularité, dans un dispositif qui est fait précisément pour prendre en charge des situations, des cas, mais pas d'abord monsieur ou madame un tel, même si ça sera lui quand même, hein, ou elle quand même. Bref, donc comment accueillir l'immaîtrisable au sein de dispositifs qui sont faits pour maîtriser des flux, des cohortes. Bref, comment se rendre disponible à ce qui est non thématisable dans un dispositif qui, pour pouvoir être efficace, a besoin de thématiser quel type de pathologie avez-vous et avez-vous votre sécurité sociale ou votre carte vitale. C'est qu'en fait, la thématisation, donc c'est l'inscription de l'autre dans des catégories qui permettent, comme on le dit, de le traiter. Donc ce que dit Lévinas, c'est que d'une certaine façon, c'est simplement un point de vigilance. C'est ne perdons pas de vue que nous pouvons même à l'intérieur de nos institutions faire un usage instrumental de l'éthique. C'est qu'en fait que l'éthique elle-même puisse en permanence venir cautionner les dispositifs qu'elle est chargée en fait d'évaluer. Alors dire ça, bon, c'est des choses qui sont bien sûr connues, hein, mais en fait dire ceci, c'est donc dire que les démarches en fait, qui structurent l'activité de coordination du soin, les démarches qualité, les fiabilisations des parcours de soins, les démarches ISO normées, rendues possibles par un autre langage de la quantification, hein, je n'ai pas parlé, mais des GIR, hein, les groupes ISO normés ressources, hein, pour les admissions en fait, dans les services de gérontologie. Enfin bref, le langage du codage dont je parlais tout à l'heure, il est omniprésent partout. Hein. Bon, donc vous le savez, mais bref, donc ce que ça dit, c'est qu'effectivement, s'il y a quelque chose de non thématisable, c'est que le fait, de cette façon, que soigner, comme éduquer, comme gouverner, eh bien, ce sont des activités impossibles, pour reprendre une formule en fait de Freud. Mais impossibles, mais qui existent quand même. Alors, comment faire pour les soutenir? Donc je finis là-dessus. Quelques pistes. J'en vois 3-4. C'est au moins pour permettre la discussion. Le premier, je l'ai déjà un tout petit peu dit, il me semble qu'il importe de ne pas laisser le numérique et les sciences de l'organisation dans nos structures hors du champ de la considération éthique. Donc comment faisons-nous pour que le numérique, qui, je le reconnais, est une catégorie très floue, parce que entre l'intelligence artificielle, la robotique chirurgicale, la robotique empathique, les tableurs, ce sont des figures du numérique très très diverses, donc il faudrait singulariser à chaque fois, sans parler en fait du dossier patient informatisé, hein, etc., dont on me disait hier en fait que ça changerait tout pour les soignants si ce dossier informatisé, on pouvait à l'intérieur du dossier avoir le traitement de texte Word, puisque les soignants, quand ils notent, ils mettent en gras, ils mettent entre guillemets, ils soulignent autant d'activités qui ne sont pas possibles par ce dispositif. Comme quoi, rien que ça changerait beaucoup de choses. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, ne pas laisser donc, le numérique dans la pluralité de ses formes et les sciences des organisations hors du champ de la considération éthique. Pas que politique ou pas que comptable. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc, bref, se rappeler qu'elles ont une fonction de portée stratégique et pas simplement de fonction support. Parce qu'elles disent quelque chose du type de soins qu'on veut faire vivre. Deuxième élément, comment construire des espaces qui veillent à maintenir la possibilité pour que la pluralité des langues des soignants continue d'être soutenue, mais qu'elles puissent se rencontrer. Là où on pourrait vouloir rêver, remplacer cette pluralité des langues par une langue universelle. La langue des comptables, ou la langue, si vous voulez, du codage. Le rêve enfin on va se comprendre de manière totale et homogène parce qu'on aurait des signes échangés, eux-mêmes, totalement inéquivoques. Bref, c'est la question du pluralisme épistémologique et du pluralisme, à l'intérieur en fait de l'activité clinique.
Ce qui veut donc dire qu'il y a donc un soin fondamental ici, cette troisième piste, c'est non seulement comment apprendre à faire coexister, et pas simplement sur un mode de la rivalité, la pluralité de ces langues, mais c'est aussi donc un enjeu important sur la question de comment nous prenons soin du langage du soin. Bref, il y a un soin des mots du soin, notamment parce que nos langues, pour être efficaces, ont besoin, elles aussi, d'être, comment dire, instrumentées. Nous sommes la langue qui invente le maximum d'acronymes possibles, mais l'acronymité, c'est l'expression même, si vous voulez, d'une langue rattrapée par la rationalité instrumentale. Moi, j'aime bien rappeler, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais au moins ça me donne à parler. Il y a une langue, en fait, qui a inventé le premier acronyme. C'est l'hébreu, pour parler de Dieu. Elle invente un tétragramme qui a pour objectif de dire quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Bref, l'acronyme comme un trou dans la langue qui laisse une place possible à une forme d'extériorité. Dans nos langues, les acronymes font exactement l'inverse. Croire qu'on va épuiser la réalité en l'ayant enfin totalement désigné, dénommé. Bref, ne perdre de vue la dimension d'extériorité qui fait qu'une rencontre est possible. Enfin, dernier élément, un enjeu, me semble-t-il, c'est, puisque c'est les autonales, comment dire, de l'espace éthique, c'est aussi quelque chose qui, bien sûr, vous est évident, mais c'est comment, effectivement, on soutient le déploiement du questionnement éthique, non seulement dans l'éthique des comités, mais hors des comités, et en l'occurrence, comment, dans le temps de travail des soignants, on considère que le temps de la délibération, le temps de l'exercice du jugement, fait partie, comment dire, à part entière du temps de travail. Alors c'est une banalité de dire ça, mais bon, c'est une façon aussi de conclure en laissant les choses ouvertes. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Actuellement, devant la difficulté des situations rencontrées, pas complètement nouvelles, chacun réfléchit un peu au plus vite. Je pense que c'est à partir de réflexions comme celle que tu viens de développer pendant ton exposé qu'on trouvera des actions sur le long cours. Avant que Jean-Philippe Pierron ne parte à 5h-25 pour avoir son train à 5h22, il y a la place pour une question, s'il vous plaît, ou deux. Bon, je veux quand même dire que j'ai été passionné, je veux dire. Et j'ai réfléchi à plein de choses, moi aussi. J'ai noirci, tu vas me voir m'écrire pendant tout le temps d'exposer. J'ai pensé déjà au modèle de l'hôpital. C'est pas une entreprise privée, semi-publique particulière. C'est pas non plus l'armée. C'est entre les deux. Ouvert 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, avec toutes les contraintes que ça suppose. J'ai beaucoup aimé comment, à la fin, tu disais « Il ne faut pas déprécier cette obligation de réfléchir la rationalité logistique, en définitive, qui est le support absolument nécessaire à ce que l'exercice du soin puisse s'exercer. » Et quand tu disais ça, j'ai pensé à un livre qui m'avait profondément marqué à l'époque, c'était le livre de Marc Bloch, qui racontait son histoire de la drôle de guerre 39-40, où il était jeune aspirant officier, et il avait sous ses ordres des soldats extraordinairement engagés, conscients des enjeux de la guerre qui étaient en train qui étaient déclarés, et qui a vu une profonde inefficacité de la réponse militaire à l'attaque nazie, alors même que ces hommes avaient des valeurs profondément ancrées, mais s'étaient trouvés complètement démunis pour apporter une réponse.
dire, la nécessité de ces structurations logistiques, mais il ne faut surtout pas la remettre en cause. D'autant qu'on y est acculé de plus en plus par ces hôpitaux qui travaillent en flux continu avec des entrées et des sorties qui doivent être extrêmement rapides. Et je me dis, mais elle prend le dessus. Elle prend le dessus. Alors qu'en fait, c'est simplement une infrastructure nécessaire, mais je trouve que ton discours nous permet de le réfléchir et de définir des perspectives telles que tu as désignées, les cadres que tu as désignés à la fin pour continuer à travailler calmement, posément, construire pour que le vif de notre travail, de notre contact avec les patients puisse s'exercer, se faire bref, revenir à permettre d'exercer complètement l'humanité à travers qui doit s'engager à côté de la personne malade. Donc vraiment, je te remercie beaucoup. Si tu nous y autorises, ta conférence a été captée et elle sera mise sur le site de l'Espace Éthique, mais tu nous diras après l'avoir revue si tu les autorises. C'est fait partie des émissions qui ne sont pas des émissions, des vidéos qui sont comptées et qui servent à valoriser l'espace éthique régional. Jean-Étienne, tu avais une question. J'avais une question, j'ai beaucoup apprécié parce qu'au départ je ne voyais pas où vous vouliez en venir par rapport au titre. Et puis j'ai notamment par rapport en ce moment les mouvements de grève de clonage, etc. C'est extrêmement intéressant. Mais alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on ne parle pas la même langue. Notamment il y a un terme c'est le terme activité. Pour nos gouvernants, activité c'est des sous, et pour nous activité c'est la pénibilité du travail. Et donc on ne se comprend pas, et ça génère énormément de... Mais le fait de ne pas parler la même langue, en quoi ça oblige... Moi, quand je vois un étranger, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'essaie de le comprendre. Pourquoi le fait de ne pas parler la même langue nuit au respect mutuel ? Alors, je ne pense pas avoir dit ça. Non. Mais oui, c'est la réalité. C'est une question énorme, en fait, votre question, mais disons, une façon, comment dire, pour pouvoir... je garde l'exemple que vous avez donné, que ça sera plus simple, si vous voulez. Quand on échange avec un étranger et qu'on ne parle pas sa langue, comment on fait pour échanger? On prend du temps. Et donc, quand on veut aller vite, eh bien, ce qu'on voudrait, c'est avoir une langue qui nous permette le plus vite possible de savoir de quoi il en retourne. L'avantage des camemberts, des graphiques, des indicateurs, si on oublie que derrière ceci, il y a des constructions, que derrière, il y a des narrations, bref, si on pense que ces éléments sont les derniers mots à prononcer alors qu'ils sont les prétextes à la discussion, là, ça devient problématique. En fait, ça vient tuer la possibilité du temps de l'échange. Mais de fait, comme on veut piloter vite, pour aller vite, eh bien, on prend des éléments qui paraissent parfaitement homogènes, uniformes et sans ambiguïté. Un taux, un indicateur, ça a le gros avantage, au moins en apparence, d'être indiscutable. Donc, autrement dit, effectivement, la question de la pluralité des langues, pour moi, elle n'est pas problématique, elle est intéressante, mais la question, c'est comment on la fait exister. Et la manière qu'on a de la faire exister, puisque le temps, c'est de l'argent, eh bien, c'est qu'on la supprime. En tout cas, on voudrait la supprimer. C'est ça que je veux dire. Merci Jean-Philippe, je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir nous accordé du temps, parce que je sais que tu étais à l'étranger juste avant et tu repars chez toi, donc merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et je crois qu'on va t'accompagner au tram pour continuer ton Super, merci, non, je suis désolé de partir comme ça, c'est pas bien. Si, écoute, c'est parti des contraintes que nous avons tous. Au revoir.